Bonjour à toutes et à tous et merci pour l'invitation et pour le partage. Donc je suis chercheur CNRS, océanographe, et j'étudie plus particulièrement les oiseaux marins. Et c'est en fait c'est dans ce contexte que j'ai commencé à travailler au Groenland il y a presque un quart de siècle. Et je co-dirige un observatoire de la faune sauvage arctique dans le contexte des changements globaux avec Jérôme Faure du laboratoire Liens à La Rochelle. Et donc je vous emmène directement sur la côte est du Groenland, où on a ce programme à long terme centré sur les oiseaux marins comme sentinelles des changements globaux et de la conséquence de la transformation de l'Arctique dont je vais parler. Et en fait, cette diapo me permet aussi de rendre hommage à Yves Fresneau, qui a longtemps dirigé l'Institut polaire français qui soutient ce programme à long terme au Groenland et bien d'autres. Donc je voulais dire merci Yves d'avoir vraiment mouillé ta chemise pour la recherche polaire française. Et je suis infiniment peiné que tu sois parti trop tôt. Au Groenland Est, on étudie plus spécifiquement un petit oiseau marin qui s'appelle le mergule nain, de la famille des Elcidés. Donc c'est un cousin des macares moines qu'on peut encore voir en Bretagne. Et on étudie ce petit oiseau parce que c'est un peu le canari dans la mine de charbon quand on parle de l'Arctique et de l'incidence du réchauffement climatique. On pense qu'il est si vulnérable, si petit, et aussi il a une dépense énergétique tellement élevée que dès qu'il va y avoir un forçage climatique, ce petit oiseau risque de disparaître. Et je voulais partager en préambule une observation de l'été dernier au Groenland. Vous l'avez vu dans les médias, hein, le thermomètre est monté très haut l'été dernier dans tout l'Arctique et sur notre site d'études au Groenland Est. Certains après-midi, on avait plus de 23 degrés. Et les mergules étaient apathiques sur les rochers à halter. Et même en fait, pour nous, chercheurs, il faisait tout simplement trop chaud les après-midi pour travailler. Donc vous l'avez vu maintes fois au cours des présentations, hein, donc ça se réchauffe très vite en Arctique. Et ici, vous avez l'anomalie de température positive donc en vert pour l'Arctique. Et vous voyez qu'au cours de la période après 1880 et jusqu'en 2020, c'est monté très rapidement, la température est montée très rapidement pour la zone arctique, beaucoup plus qu'en Antarctique ou que pour la moyenne globale. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un paysage arctique quand on monte le thermostat de cette manière? On a vraiment une transformation du paysage qui est visible pour nous chercheurs et qui affecte également les oiseaux qu'on étudie comme bioindicateurs. Et je dirais que des conditions estivales arctiques que nous, on connaissait encore des années 90, c'était la glace de mer, qui commence quand même à fondre en surface parce que c'est l'été, mais des conditions atmosphériques stables, clémentes, qui étaient propices à la reproduction des oiseaux et qui étaient aussi propices à toutes les activités que peuvent avoir les peuples premiers en Arctique en été pour voyager d'abord sur la banquise au printemps et puis après en mer ouverte pour aller pêcher, chasser, voir leur famille. Et en fait, sous le coup du réchauffement climatique, la transformation du paysage arctique, c'est ça. C'est-à-dire que même en été, on va avoir une dépression après l'autre qui va passer. On va avoir une disparition de la glace de mer. Il y aura aussi plus de précipitations. Un environnement très instable, ça va devenir très inconfortable pour les oiseaux, pour nous chercheurs, parce que souvent on se trouve coincé dans notre cabane parce qu'il y a trop de vent, trop de pluie, et de la même manière pour les habitants de l'Arctique, ça devient une saison assez inconfortable. Alors les incidences sur l'environnement physico-chimique, elles sont bien connues, hein. C'est une augmentation des températures, des précipitations, du régime des tempêtes, y compris parfois des cyclones en été qui vont traverser le bassin de l'Arctique, une modification de toute la cryosphère, donc ce qui concerne les glaces, une accélération du cycle de l'eau, une érosion côtière dont on a parlé, puis ça peut même affecter toute la circulation océanique, les courants océaniques, et également les taux de pollution plastique, chimique, et bien sûr l'acidification. Alors écologiquement, ça veut dire qu'on a non seulement des paysages, mais aussi des écosystèmes marins qui sont complètement transformés.
Là, je vous ai mis un schéma idéalisé d'un réseau trophique d'une chaîne alimentaire arctique avec toutes ces composantes, je dirais, avant la disparition de la glace de mer. Donc la glace de mer disparaît. Et de la même manière qu'on a, sous le coup du réchauffement, un verdissement de l'Arctique à terre, on va avoir une autre forme de verdissement de l'Arctique, mais de l'Arctique maritime, avec donc cette croissance du plancton qui se fait plus sous la glace de mer, mais en eau libre. Et on parle aussi de boréalisation, c'est-à-dire que ces écosystèmes marins du haut Arctique vont se transformer avec, je vais en parler, des arrivées d'espèces de latitude inférieure et une transformation de tout l'écosystème marin vers quelque chose de plus pélagique, donc qui va se passer dans la colonne d'eau au lieu de se passer sous la glace ou au fond de l'eau. Et en tant que chercheur, moi, je m'intéresse surtout aux grosses bêtes dans cet écosystème qu'on appelle la mégafaune marine. Donc, vous voyez ici les baleines, les oiseaux marins, les poissons de grande taille. Et bien sûr, participent aussi à ces écosystèmes les humains et les habitants de l'Arctique. Pour spécifier encore ce qu'on entend par mégafaune marine, en fait, au sens strict, la mégafaune marine, c'est tout organisme adulte qui va peser plus que 45 kg. Alors, je vous ai mis ici quelques exemples. Il y a des espèces forcément qu'on ne retrouvera pas dans l'Arctique, même s'il y a parfois des tortues luttes au large de la Norvège. Alors moi, j'étais bien embêté avec cette définition-là, parce que 45 kg, moi je travaille sur les oiseaux marins, forcément, c'est seulement un manchot empereur bien nourri. Heureusement, des collègues espagnols et leurs associés ont revisité ce concept de mégafaune marine en se disant ce qui est important dans un écosystème, c'est la consommation et la masse de ressources en nourriture qui va être utilisée par certaines espèces. Et donc, ils s'en sont venus plutôt à la définition de mégafaune fonctionnelle, c'est-à-dire un peu le métier des différentes espèces et groupes d'espèces. Et donc, les mergules nains que j'étudie au Groenland, ils pèsent que 150 grammes, mais comme il y en a entre 40 et 80 millions, forcément, ils ont une incidence très marquante sur l'écosystème marin. Donc, ils font partie de la mégafaune. Alors, avec mes collègues Sébastien Descamps de l'Institut polaire norvégien et Manon Clairbeau de l'Université de Cork, avec lesquels j'ai préparé cet exposé, on s'est penché sur les mégafaunes marines arctiques et on a trouvé un peu plus de 1000 publications les concernant, publications anglophones, bien sûr. On sait qu'il y a des mondes de connaissances du côté russe qui sont pas encore traduits et disponibles. Et vraiment un ensemble de connaissances fascinantes. Et comme on est dans un monde assez anxiogène, on avait vraiment envie de se couler dans toute cette bibliographie et d'oublier le monde effroyable qui nous entoure. Mais comme on est quand même des scientifiques efficaces, on a recentré notre recherche bibliographique sur les quelques 230 publications qui parlent spécifiquement de mégafaune marine arctique ces dernières années dans le contexte des changements globaux. Et ce que je vous donne aujourd'hui, en fait, c'est un résumé assez rapide de cette synthèse sur laquelle on est en train de travailler, qui va vous donner une bonne perspective sur ce champ disciplinaire, je l'espère. Tout d'abord, ce qui est vraiment frappant avec la bibliographie actuelle, c'est qu'on n'a absolument pas une vision panarctique et globale des connaissances sur la mégafaune marine. Il y a un focus énorme sur la mer de Barents, 20% des publications, pas mal de publications en mer de Beaufort et en mer de Bering, mais mis à part ça, on a un tissu assez diffus de connaissances. Par exemple, au Groenland ou même dans certaines parties de l'Arctique canadien, il y a très peu de connaissances sur la mégafaune marine. À titre d'exemple, avec Jérôme Faure, on co-anime l'unique étude à long terme sur les oiseaux marins pour toute la côte est du Groenland. Donc vraiment des connaissances assez ponctuelles et qui sont centrées sur quelques espèces assez bien étudiées, avec bien sûr l'ours blanc, l'ours polaire, la star de l'Arctique, qui à elle seule mobilise quasiment un quart de toutes les publications. Et puis après, forcément, des espèces avec des forts enjeux économiques, comme la morue atlantique. 40% de toutes les études sur les poissons, par exemple, sont centrées sur la morue. Donc l'exploration scientifique de l'Arctique et de sa mégafaune ne fait que commencer, en fait, et ce qui est vraiment une forte motivation pour nous. Et ce qu'on retrouve dans cet ensemble de connaissances,
un point essentiel, c'est le glissement des espèces vers le nord au fur et à mesure du réchauffement. Ici, j'ai pris l'exemple du colin d'Alaska, où vous avez ici la distribution historique en mer de Bering, et puis de manière plus récente, un glissement vers la mer des Tchouktches et vers la mer de Beaufort. Et ça, c'est typique des communautés de plancton également, poursuivies par les poissons qui vont vers le nord. Ça pourrait être aussi un ascenseur vers l'extinction quand on parle de la morue polaire. Si on compare ici les aires de répartition de la morue atlantique à gauche avec celle de la morue polaire, vous voyez la différence, mais vous voyez ici qu'au niveau de l'archipel du Svalbard, il peut y avoir potentiellement un remplacement de la morue polaire par la morue atlantique. Et forcément, ces modifications d'aires de répartition d'espèces exploitées, ça va les emmener dans des environnements qui seront peut-être riches en nourriture, mais pas forcément favorables pour eux d'un point de vue physiologique. Et l'équipe de Daniel Pauly à UBC à Vancouver a beaucoup travaillé sur cette question. Et ce qui se passe, en fait, c'est qu'au fur et à mesure du réchauffement de l'eau, une eau plus chaude sera moins chargée en oxygène, mais en même temps, une eau plus chaude va stimuler le métabolisme des poissons. Et comme les poissons vont devoir extraire l'oxygène de l'eau pour respirer et alimenter leur métabolisme, on va avoir une forme d'étouffement des poissons qui va avoir une incidence aussi sur leur taux de croissance. Donc au fur et à mesure du réchauffement, les poissons, même s'ils sont dans des zones favorables pour le nourrissage, en fait, il va y avoir ce phénomène d'étouffement et de perte de croissance. Forcément, au fur et à mesure du réchauffement, on perd la banquise dans le bassin central de l'Arctique. Et là, on va stimuler tout un tas d'activités industrielles ou d'exploitation. Et c'est potentiellement le cas de la pêche, même si dans la zone hauturière du bassin central de l'Arctique, ici en bleu foncé, il y a une régulation sur la pêche qui actuellement n'autorise pas la pêche dans cette zone-là, mais il va y avoir un forçage important pour exploiter ces nouvelles ressources. Et le phénomène de glissement des espèces et de toutes les communautés de mégafaune vers le nord, bien sûr, il ne concerne pas que les poissons, ça concerne aussi les oiseaux marins que j'étudie. Là, j'ai pris un exemple très récent d'une belle étude menée par nos collègues américains qui a comparé en fait la densité d'oiseaux marins par kilomètre carré entre 2017 et 2018 par rapport à la décennie précédente. Et vous voyez ici avec le code couleur, donc plus c'est rouge, plus il y a d'oiseaux. Vous voyez au fil du début du XXIe siècle un glissement de toute cette communauté vers la mer de Beaufort. Et il y a des exemples emblématiques. Hein, cet ascenseur vers les pôles sera probablement un ascenseur vers l'extinction pour la moite ivoire qui est très associée à la glace de mer. A contrario, le fou de bassin que j'étudie actuellement en Bretagne va très bien se porter et a commencé à nicher sur l'île aux ours, parce que les fous de bassin, en fait, en Atlantique Nord, ils suivent la ressource en maquereau qui elle-même fuit vers le nord. Alors, on a parlé de la disparition de la banquise dans le bassin central de l'Arctique. Et de manière intéressante, à partir du moment où il n'y aura plus cette barrière, on peut même avoir un renversement des voies migratoires des oiseaux marins et plus de connectivité entre les bassins du Pacifique et de l'Atlantique Nord. Alors, un exemple, un petit exercice de modélisation effectué dans le cadre de la thèse de Manon Clairbeau. On a étudié des mergules nains nichant en terre François-Joseph dans l'Arctique russe. Et actuellement, si on met des petites balises électroniques sur ces mergules nains, on se rend compte qu'ils restent en mer de Barents l'hiver, dans le noir en partie, ce qui est assez extraordinaire. Et également, ils vont aller dans cette zone en mer du Groenland et au nord de l'Islande. Si maintenant, on fait un peu de fiction et qu'on enlève la barrière des glaces de mer dans le bassin central de l'Arctique, potentiellement, ces mergules ils peuvent aller dans le Pacifique Nord.
Et c'est beaucoup plus loin, comme on le voit ici, mais comme l'hiver en mer de Bering, il fait quand même beaucoup plus chaud qu'en Atlantique Nord, quand nous, on a calculé la dépense énergétique de ces mergules sur l'année, eh ben, ils étaient gagnants s'ils partaient dans le Pacifique Nord. Donc c'était un exercice de modélisation, mais bingo, 2 ans plus tard, en fait, on avait les premières mouettes tridactyles russes de la mer de Barents qui étaient retrouvées dans le Pacifique Nord. Donc en enlevant cette barrière de glace, on favorise la connectivité entre des milieux qui étaient séparés depuis des milliers d'années. En enlevant la barrière des glaces, on augmente les mouvements de certaines espèces. Ah, là, par contre... Alors... D'accord, donc là, normalement, il y avait une carte qui vous montrait les mouvements des lions de mer en mer de Bering et aussi des phoques barbus. Et le message est très simple. Au fur et à mesure en fait, du retrait des glaces de mer en mer de Beaufort, les phoques barbus vont pouvoir aller plus au nord. Et comme certains sont porteurs de la maladie de Carré, ils vont pouvoir emmener ces pathogènes plus loin au nord dans l'écosystème arctique. Et de la même manière, toutes les transformations de l'environnement arctique vont avoir une incidence sur les taux de polluants qui vont affecter les oiseaux marins. Ici, un exemple tiré de la thèse de Céline Albert, qui a mesuré les taux de pollution au mercure de toutes ces espèces, principalement toutes ces espèces d'alcidés autour de l'Arctique. Et vous avez en rouge les taux de mercure pendant la phase hivernale, en vert pendant la phase estivale. Et vous voyez que les oiseaux se chargent principalement en mercure pendant la phase estivale. Et également, il y a des fortes différences régionales en fonction des courants océaniques. Forcément, toutes les chronologies de vie vont se retrouver chamboulées. Et je dirais que les oiseaux marins et la mégafaune vont se retrouver dans une course infernale contre la chronologie des saisons. C'est un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles, quand la Reine Rouge entraîne Alice dans une course infernale. Les oiseaux marins ils vont essayer de retrouver le tempo de ces saisons qui avancent, mais pas complètement. Par exemple, Sébastien Descamps et son équipe ont montré que pour le Pacifique Nord, les oiseaux marins arrivaient à avancer la date de reproduction d'à peu près 1 jour par décennie. Mais ça, en fait, ce n'est pas suffisant pour partir à la course derrière le réchauffement climatique. Donc, toutes ces chronologies sont chamboulées, non seulement pour les oiseaux marins, aussi pour l'emblématique ours polaire. Et là, il y a une étude très récente de nos collègues de l'Institut polaire norvégien qui montre que les femelles d'ours polaires qui vont essayer de rejoindre leur tanière pour se reproduire pendant la phase hivernale. À cause de la disparition de la banquise, il y a une grande partie de ces zones dans lesquelles elles vont pouvoir avoir des tanières qui vont devenir inaccessibles. Donc un problème même d'accès aux habitats de reproduction. Donc vous l'avez bien compris, le réchauffement climatique et les changements globaux vont mettre le bazar dans tous ces réseaux trophiques et un peu ce grand jeu du qui mange qui. Alors il y a une notion importante qui s'appelle la résilience et ces réseaux trophiques, ils ont une certaine résilience. Ce que montrent par exemple les collègues norvégiens en mer de Barents, c'est qu'actuellement, malgré tous ces chamboulements, la structure de l'écosystème mer de Barents semble tenir. Par contre, quand on parle de la morue atlantique dans la zone, sous le coup du réchauffement, plus d'activités de pêche assez intenses, les collègues norvégiens ne sont pas très optimistes par rapport à l'état de ce stock à l'échelle de plusieurs décennies, même si actuellement la pêcherie est bien gérée et a tendance à plutôt bien se porter. D'autre part, il y a des effets assez intéressants qu'on appelle les effets non linéaires dans la réponse de ces écosystèmes arctiques. Un exemple très simple, schématisé ici. Donc vous avez au fil du temps une glace de mer qui va décliner en Arctique, et de la même manière, dans les zones côtières, vous avez des glaciers qui vont fondre. Ces glaciers, ici, vont créer des nouveaux habitats de nourrissage pour toute la mégafaune dans les eaux de fonte de glaciers. Et puis, au bout d'un moment, il n'y aura plus de glaciers, donc même ces habitats vont disparaître. Et en fait, la combinaison de la disparition de la glace de mer
et de la fonte des glaciers va créer une dynamique non linéaire. C'est-à-dire, si je reviens aux mergules qu'on a étudiées en Terre François-Joseph, dans un premier temps, ils vont perdre l'écosystème banquise et le zooplancton qui est sous la banquise, mais après, ils vont aller se nourrir dans les eaux de fonte des glaciers. Et une fois que ces glaciers auront également disparu, ou ils vont passer sur des petits poissons pélagiques, ou ils vont avoir un vrai problème. D'autre part, il y a une recrudescence d'événements extrêmes en Arctique qui va affecter la mégafaune marine. Et en particulier, je l'ai déjà mentionné, les trajectoires des cyclones, aussi bien en hiver qu'en été, vont glisser vers le nord. Et par exemple, avec mes collègues et la grosse communauté internationale qui travaille sur les oiseaux marins hivernants en Atlantique Nord, on s'est rendu compte qu'il y avait un point chaud de l'hivernage des oiseaux marins au large de Terre-Neuve. Et cette zone, elle va être de plus en plus traversée par ces cyclones en hiver. Toutes ces données, on ne les garde pas pour nous en tant que scientifiques, mais on les communique aussi à la communauté internationale et aux décideurs pour gérer les environnements marins et préserver la mégafaune marine et ces espèces qui, pour beaucoup, sont en déclin. Avec David Yukorski, au Canada, on a synthétisé toutes ces données sur la mégafaune marine. Ici, vous avez les schémas montrent les différents groupes d'espèces et les camemberts, en fait, le nombre d'individus qu'on a pu étudier pour ces différentes espèces par zone géographique. Donc, dans cette étude, on avait synthétisé les données pour plus de 1000 individus de 21 espèces. Et puis, dans une étude menée par Davidson, qu'on a publié dans Science il y a 2 ans. Là, c'est maintenant 8000 individus suivis par balise électronique sur 30 ans pour 86 espèces. Donc, vous voyez, là, on entre vraiment dans l'ère du big data, aussi pour ces suivis électroniques des mouvements des espèces arctiques, avec lesquels on va pouvoir définir, par exemple, des aires marines protégées et des zones de non-prélèvement. Alors, j'approche de la conclusion de cet exposé. Et donc, normalement, à gauche, sur votre écran, il y a une photo de narval en miroir de celle de mes amis groenlandais perplexes devant la fonte de la banquise. Et cette diapo, elle était là pour indiquer que quand on travaille sur la mégafaune marine en Arctique, on se rend compte qu'il y a vraiment un destin commun entre cette mégafaune et les peuples premiers. Il y a aussi des liens très forts, parce que je ne vais pas détailler, mais en fait, toute cette mégafaune entretient tous les mythes et légendes et les mythes fondateurs des cultures de l'Arctique. Et ce qui est vraiment poignant, c'est qu'on se rend compte que cette mégafaune et les peuples premiers sont dans le même bateau face aux changements globaux. Et avec Manon Clairbon, on s'est interrogé sur en fait, le futur de ces activités de recherche panarctique sur la mégafaune, qui sont encore très souvent perçues comme des recherches effectuées par des scientifiques occidentaux qui ont tendance à débarquer dans les territoires et pas forcément s'intéresser au peuple premier. Et on s'est dit, qu'est-ce qui se passe si en fait, il y a une démarche plus participative et d'autonomisation des acteurs locaux dans cette recherche. On a étudié la mouette tridactyle. Donc en bleu, vous avez toutes les colonies de reproduction de cette jolie petite mouette autour de l'Arctique. Donc vous voyez, ça fait un beau réseau de points de mesure si on veut avoir un observatoire global de la mégafaune marine dans cette zone. Et en fait, en analysant la distance entre les colonies étudiées à l'heure actuelle, les bases de recherche et les zones habitées. Donc vous voyez ici en rouge, ce sont les colonies actuellement étudiées, et les petits points noirs, c'est toutes les zones habitées en Arctique. Et à notre grande surprise, on s'est rendu compte qu'il y avait seulement 39 km en moyenne entre les colonies étudiées et la zone habitée la plus proche, alors qu'il y avait un facteur 10 dans la distance avec les bases de recherche. Forcément, c'est assez logique. Les bases de recherche, elles ont souvent été établies pour travailler sur autre chose que les oiseaux marins. Et pour nous, cette différence, c'est une opportunité assez extraordinaire pour une autonomisation
et potentiellement une décolonisation de la recherche arctique par le biais de l'utilisation des savoirs traditionnels et des sciences participatives. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment appelé par le Conseil de l'Arctique et ses groupes de travail. Je suis représentant français au groupe CAF, Conservation of Arctic Flora and Fauna. Et ce que nous font remonter les peuples premiers, c'est que dans ces programmes de suivi de la mégafaune arctique, en fait, il est toujours mentionné qu'il doit y avoir une participation accrue des acteurs locaux, mais en fait, ça ne se fait jamais. À l'exemple des oiseaux marins, comme je vous l'ai montré, il y a des opportunités assez extraordinaires en la matière. Voilà, je vous remercie pour votre attention.